Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter, Nathalie Jobin. Je suis directrice scientifique d'Extenso et en charge du projet Profil dont je vais vous discuter tout à l'heure pour vous expliquer en gros qu'est-ce que c'est. Je m'excuse à l'avance pour les personnes qui étaient là hier. Je vais un peu redire mon même baratin, mais il y a des nouvelles personnes aujourd'hui, donc pour remettre en contexte, etc. Je vais refaire aussi, comme j'ai fait hier, je vous remercie de votre collaboration, de nous avoir suivis dans le changement de local. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Il a fallu la faire pour des questions vraiment administratives. Donc, mais on est tout de même très bien ici. Je suis très heureuse. C'est un bel endroit. C'est facile d'accès. La salle est très belle, super équipée. On a notre super technicien. Donc, on est entre bonnes mains. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième journée de ce colloque, tant attendu. Ça fait presque un an, en fait, que l'équipe de Profil travaille sur le développement, le montage de ce colloque de 2 jours. Donc aujourd'hui, on va attaquer plus amplement les troubles alimentaires comme tels. On va voir une présentation chez les hommes. On va voir un peu par rapport à l'activité physique et on va avoir aussi une table ronde dans l'après-midi. Donc, vraiment beaucoup plus nutrition, je vous dirais. Il faut tout d'abord que je remercie notre partenaire financier, Movember, donc qui finance le projet Profil. Le projet Profil, c'est un projet de 2 ans, donc on en est déjà à 1 an et demi. Qui est mené par Extenso, qui est le centre de référence sur la nutrition du département de nutrition de l'Université de Montréal. Profil, c'est un projet multiplateforme. Aujourd'hui, le colloque comme tel, c'est une de ces plateformes-là. Donc, et l'objectif du projet, l'objectif ultime, c'est vraiment de combler les besoins des professionnels de la santé à l'égard des problématiques d'image corporelle et de troubles alimentaires chez les hommes. Donc, le colloque est un gros morceau du projet, mais on a également, évidemment, le site web profil.org. Donc, je vous invite à aller consulter les articles qui s'y trouvent. Ce sont des articles basés sur des données probantes. Et vous pouvez y trouver également des webinaires et des capsules vidéo qu'on a réalisées avec plusieurs experts de notre comité d'experts, dont Stéphanie Léonard qui est là, Marc Lafrance, il y en a plein d'autres aussi. Donc, je vous invite à aller les consulter. Hier, mes collègues m'ont rappelé de dire, et j'ai oublié hier, de nous suivre sur notre page Facebook. Donc, c'est profil barre oblique extenso, point, profil.extenso pour nous retrouver. Et notre compte Twitter, projet barre de soulignement profil. Alors, ceci étant dit, notre équipe, l'équipe qui a travaillé, qui travaille au projet Profil, qui a travaillé très fort à l'élaboration de ces 2 journées de conférence. Donc, merci beaucoup, les filles, d'avoir travaillé si fort. Le projet aussi, c'est notre comité d'experts, comme je vous disais, donc plusieurs membres de différentes professions. L'objectif du projet, c'est de rejoindre différentes professions, donc pas seulement les nutritionnistes, donc des travailleurs sociaux, psychologues, kinésiologues, médecins également. Donc, d'avoir tous ces gens autour de la table avec nous pour un peu définir les conférences d'hier et d'aujourd'hui, pour orienter un peu le projet. Donc, on les remercie chaleureusement. Il y a également 4 partenaires qui ont été présents avec nous depuis les tout débuts, même quand on a rédigé la lettre d'intention pour Movember. Donc, ils nous ont appuyés juste avec notre idée. L'Ordre des professionnels des diététistes, ANEB Québec, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux, et Équilibre également. Donc, merci beaucoup d'avoir cru en nous dès le départ. Aujourd'hui, donc, on est ici sur place, mais on a également des personnes en visioconférence, donc qui sont réparties dans 10 régions. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout a l'air de bien aller du côté de la technique, donc n'hésitez pas si jamais il y a des problèmes à faire des signes ou à appeler Bruno en régie. Alors, pour procéder. Donc aujourd'hui, on va avoir, après chaque conférencier, il y aura possibilité de poser des questions, donc une 15aine de minutes de questions.
Pour les gens en visio ou même à Montréal, si vous ne désirez pas poser oralement votre question, vous pouvez toujours donc utiliser cette adresse courriel-là pour envoyer vos questions. Bernard, à l'arrière de la salle, va les récolter et il va les poser à votre place. Indiquez le site d'appartenance pour les sites de visio. Et s'il vous plaît, ou même à Montréal, quand vous allez poser votre question, et bon, à chacune des places, vous avez un micro. Il faut peser sur le bouton pour quand la lumière s'allume, votre micro est allumé. Le micro est là. Et ne pas oublier non plus de refermer votre micro une fois que votre question est posée. Essayez d'être concis dans vos questions pour ne pas prendre toute la période avec une seule question. Et mentionnez votre profession quand vous allez poser votre question. Voilà pour les technicalités. Je pense que j'ai fait le tour. Juste vous dire, bon, alors voilà notre journée. Donc, après chaque conférence, période de questions, on aura une pause ce matin, le dîner et cet après-midi. Bon, je dois vous dire qu'on a eu un conférencier qui s'est désisté à la très dernière minute. Donc, mercredi soir, on a appris ça. Donc, notre conférencier Michael Atkinson ne sera pas là. Donc, ce qui va faire qu'on va probablement allouer plus de temps à la table ronde. Donc, il y aura plus de temps à la fois pour les panélistes s'ils veulent prendre plus de temps, mais aussi pour échanger avec vous. Okay, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est désolé, on n'a pu rien y faire. Alors, voilà, ceci étant dit, mes mauvaises nouvelles sont annoncées. Mais tout de même, on a des super conférenciers qui sont présents aujourd'hui. Donc, on va commencer avec notre premier conférencier, Jean-Martin Deslauriers, qui est travailleur social de formation. Monsieur Deslauriers est professeur à l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Je vous invite à venir peut-être installer votre micro. Au cours de sa pratique dans les services sociaux, institutionnels et communautaires, M. Deslauriers a travaillé auprès d'hommes dans des contextes de groupe, de couple et en consultation individuelle également. Il a offert de la supervision, de la formation et des conférences à de nombreux professionnels de la santé et des services sociaux. Ses travaux de recherche ont notamment porté sur les rapports des hommes avec les services publics et l'intervention auprès d'hommes en contexte d'aide contrainte. M. Deslauriers n'a pas déclaré de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Donc, j'invite M. Deslauriers à nous donner sa conférence. Merci. Merci beaucoup. Ça va. Parfait. Merci. Merci pour l'invitation. C'est un privilège de venir partager des réflexions, vous poser des questions, mais aussi vous faire part de quelques réflexions, à la fois pratiques, mais je vous dirais peut-être un peu plus intimistes. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites hier, et puis je voudrais pas les répéter en même temps que je veux tenir compte du fait que des personnes se sont ajoutées à nous aujourd'hui. Tout d'abord, je dois mentionner justement que j'ai rajouté quelques éléments de ma présentation et puis il y a peut-être des diapositives que vous allez voir qui ne sont pas dans les impressions que vous avez faites justement pour tenir compte des besoins peut-être qui sont faits sentir hier à travers des questions, mais aussi des choses que je l'ai évité de répéter. Je partirais, excusez-moi, ça fait drôle un petit peu au départ, ouais, un peu comme ça, d'éloigner un peu. Donc, c'est ça, je trouvais ça un peu comique aussi de se poser la question d'une autre façon. Vous comprendrez que des fois, quand on parle de la bête, l'homme, on en parle beaucoup, puis moi-même, à force de parler du sujet, je trouve ça drôle de l'aborder d'une autre façon, mais vous comprendrez que je pose la question, finalement, à quoi carbure l'homme, son essence, et puis pour aborder la question du mode de vie des hommes en général. J'aborderai la question d'abord d'une façon, oui, je vous disais un peu intimiste, mais avant quand même, je vous amène le plan de match. Je suis un gars, je suis supposé savoir faire ça, là. Moi, un échec en partant, je prends ça très mal. Hein. C'est ici? OK. Là, par là. Bon, merci. Bon, un peu de modestie, ça ne fait pas de mal non plus. J'aime beaucoup utiliser des métaphores quand je travaille avec des hommes, puis aussi quand je donne de la formation sur le sujet, puis c'en est un exemple ici.
de parler de plan de match. Tout d'abord, bon, la question de la socialisation, on l'a vu hier, est au cœur de la question. On va y revenir brièvement, peut-être d'une autre façon, en première période. En deuxième période, les défis spécifiques de l'intervention et des stratégies aussi particulières que j'ai souvent utilisées avec des hommes. En fait, souvent, le défi, c'est de travailler avec des hommes qui adhèrent plus aux stéréotypes traditionnels, donc c'est ça que j'entends aussi. Et puis, la créativité, des fois d'autres pistes originales d'intervention, mais aussi je souhaiterais que vous partiez avec un objectif, quelque chose que vous pourriez adapter à votre pratique, parce que je suis conscient que vous avez chacune des champs spécifiques, et puis je souhaiterais beaucoup que ça puisse vous inspirer dans votre pratique. Donc, la socialisation masculine, on en a beaucoup parlé hier. Je ne peux pas passer à côté non plus du sujet, mais si je la présentais d'une autre façon, à partir de l'idée qu'on travaille avec qui on est, c'est un cliché, mais qu'on est notre principal outil de travail. Pour ma part, mon outil de travail n'était pas ajusté. En fait, à l'adolescence, moi, je trouvais que les gars étaient cons. Pourtant, j'étais intégré, je jouais au hockey, j'avais mon groupe rock, je jouais dans l'équipe de badminton de l'école. Mais je trouvais les gars en retard sur les filles. Puis à l'école aussi, les filles réussissaient mieux. Les professeurs disaient « Regardez, une telle faite comme ça ». Et puis, moi, ça me confirmait que, bon sang, les gars avaient une côte à remonter. Et puis, moi, je me trouvais vraiment évolué. Et puis, jusqu'à ce que je suive un cours sur la sociologie du féminisme. Et puis, à un moment donné, je suis le seul gars dans la classe. La professeure demande « Les filles entre nous, l'homme idéal pour vous, qu'est-ce que c'est? » Courageux, fort, intelligent. Là, je fais « quand même. » C'est pas ça qu'on enseigne. Et puis, c'est pas ça que Jeannette Bertrand dit, bon sang. Parce que, bon, pour celles qui ne la connaissent pas, une grande féministe qui a beaucoup fait pour parler de différentes problématiques féminines et masculines aussi. Mais bon. De sorte que, quand j'ai fait des études aussi dans le domaine en travail social, je me suis rendu compte qu'en plus, encore me douter que vous trouvez que les gars étaient un peu cons, en plus, ils étaient plus souvent violents et contrôlants. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis moi-même, je suis un spécimen de l'espèce. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis au début de ma pratique, aussi, quand je rencontrais des gars très traditionnels qui disaient, moi, c'est le même, ça marche, j'avais tendance à les juger, à me dire encore là, hey, moi, je passais à autre chose. Quand même, je suis tellement évolué. Donc, eux-mêmes devraient faire de même. Et la même chose en consultation familiale, conjugale, je trouvais souvent que la femme avait plus d'allure que le gars, ce qui n'est pas non plus très aidant. Et puis quand je suis devenu père aussi, j'ai l'honneur d'avoir 2 filles et un garçon. Là aussi, je me disais, ma fille ne verra pas des trucs encore, la belle qui attend son héros et puis qui va arriver avec son grand cheval blanc puis qui va pouvoir battre d'autres méchants et puis finalement vaincre tous les dangers pour gagner son cœur. Je vais lui montrer des modèles de femmes qui sont forts. Mais finalement, les stéréotypes sont tellement présents qu'à un moment donné, il a fallu que je lâche prise là-dessus aussi, puis que la Barbie rentre, etc. Mais peut-être que ça peut sembler anodin, mais moi, ça a beaucoup teinté ma pratique professionnelle parce que j'avais l'intime conviction que les stéréotypes étaient négatifs. Donc, ça a été un cheminement, je dirais, personnel, mais aussi professionnel à la fois, où j'ai dû voir comment, d'abord, ça pouvait être utile, mais aussi que des femmes pouvaient attendre ça. Beaucoup de femmes peuvent attendre ça de leur conjoint ou de leur père, puis que moi-même, finalement, dans ma vie en général, faire preuve de force, de courage, et puis, bon, de tirer le meilleur de la masculinité traditionnelle, si on veut, ça peut être très générateur de bonnes actions et aussi que ce soit des bonnes intentions qu'on puisse lire davantage. Par exemple, si je rencontre un homme pour qui prendre soin de soi, c'est ridicule. On peut être frustré comme professionnel. On pourrait revenir tantôt. Mais quand même,
se rappeler, même si ça peut sembler simpliste, de base, je m'en sers encore beaucoup dans plein d'aspects, parce que quand on se retrouve en consultation avec quelqu'un qui croit beaucoup à ça, on peut se retrouver face à je dirais, une incompréhension mutuelle qui peut s'installer et qui peut être aussi frustrante. Prendre soin de soi, ou se faire violence, pour éviter finalement d'être féminin, d'avoir l'air féminin, de faire preuve de faiblesse. On est supposé être un gagnant. Comme homme, tant que la machine tient le coup, qu'on est performant, qu'on est fiable, c'est ça qui est important. Le restant, c'est secondaire. Nier les souffrances, d'être robuste, d'être stoïque devant les problèmes aussi. Alors, si on a des signes de faiblesse, à tout le moins les rendre invisibles aux autres. La notion de danger aussi, faire face à des situations qui sont potentiellement dangereuses, prendre des risques, ça fait partie aussi. Alors, se maltraiter, ça fait partie aussi des tendances, de la même façon que ça peut être aussi relever des défis dangereux, par exemple. Donc, le mode de vie est très lié à ces grandes règles-là, sous plein d'aspects. Et puis, justement, dans ma quête de film pour ma fille, qui peut être différent, ben, j'ai réalisé que, bon, Tarzan peut-être a plus de poils, verse une larme une fois de temps en temps, mais grosso modo est capable de sacrer une volée à n'importe qui, n'importe quand, s'il n'a pas réussi à résoudre son conflit. Donc Tarzan est parmi nous. Et puis, faisons de lui un allié plutôt qu'un retardé. Et puis, encore là, il faut vraiment s'en souvenir parce que quand c'est notre domaine, on sait, entre nous, on peut se le dire, on a une bonne idée de ce qui peut aider des gens. Mais quand on rencontre des gens qui ne voient pas ça, on peut avoir tendance à les voir comme des retardés. Et à tout le moins, bon, vous allez apprendre à me connaître en quelques minutes, j'ai tendance à exagérer, et puis j'aime rire. Mais il reste que si on a l'impression que nous, on est porteurs de vérité et que l'autre est derrière nous à la remorque de la vérité, ça peut être frustrant. À ce moment-là, comment les gars fonctionnent dans leur mode de vie? Quand on recourt à des professionnels, c'est quand le corps ne fonctionne plus ou en situation de crise. Perte d'emploi, séparation amoureuse, c'est des situations majeures où on rencontre des fois des hommes qui auraient retardé beaucoup plus la demande d'aide. Ou parfois, c'est la conjointe qui va dire « tu as un problème et voici ce que tu vas faire. Tu vas aller consulter une professionnelle. » Ça serait simpliste aussi de dire que, encore là, quand on parle de l'homme, que c'est une espèce qui ne présente pas de variabilité. Au contraire, on voit aujourd'hui nombre d'hommes qui se situent à différents endroits sur un continuum où on adhère de façon plus ou moins complète à des stéréotypes masculins ou féminins. Donc, on a un choix dans la façon dont on vit notre vie aujourd'hui qui est formidable. En même temps, ça reste un idéal à atteindre. Puis même quand on cherche à s'en défaire comme homme, puis les recherches le démontrent aussi. Puis c'est pour ça aussi que je me permets de vous confier ces choses-là sur ma propre vie, parce que même si j'ai voulu y échapper, d'une certaine façon, où je me suis vraiment posé de graves questions, comme vous l'aurez compris, on est très influencé par les stéréotypes. Puis j'imagine, comme femme, quand vous regardez les revues pour femmes, vous devez être choqué, découragé, peut-être parfois amusé. Mais c'est assez déconcertant parfois de voir à quel point on baigne encore, notre imaginaire est meublé de stéréotypes sexuels traditionnels. Et en même temps, ben c'est ça, de voir toute la diversité. Comme il y a des femmes aussi parfois qui peuvent avoir vécu des situations d'abus répétés, qui ont recouru finalement aux mêmes stratégies d'adaptation que des hommes, où parler de soi, prendre soin de soi, ça ne fait pas partie de leur registre aussi. C'est un exemple aussi là, de diversité des hommes et des femmes qu'on rencontre. Aussi, se rappeler que dans cette perspective-là,
quand on a des difficultés, rapidement, le problème n'existe plus. Et les hommes fonctionnent beaucoup plus selon les symptômes qui se présentent à eux qu'une réflexion sur leur mode de vie. Les femmes vont être plus intéressées par, bon, qu'est-ce que je peux changer en général dans ma vie, alors que les hommes vont plus se dire, bon, ça ne marche pas, ou je ressens une douleur finalement qui ne s'en va pas. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Ou si finalement la douleur s'en va, il n'y a plus de problème. Donc, des fois, on reçoit des hommes qui arrivent, qui ont mal, mais qui ne considèrent pas qu'il y a un problème. Par exemple, si un problème alimentaire les amène à avoir des douleurs ou des problèmes physiques, il y aura moins de tendance à vouloir réfléchir sur la vie en général. Mais plus voir finalement leur corps comme une voiture. Là, je t'apporte mon auto, quelle pièce faut que je change, quel truc faut que je prenne. Donne-moi des trucs. Ça aussi, ça revient souvent. Donne-moi des trucs. On peut avoir tendance à dire, c'est pas des trucs, voyons, c'est une réflexion en général. C'est là on peut faire fausse route aussi. On va y revenir tantôt. Mais je pense qu'on peut se rappeler que les problèmes sont aux hommes ce que la permanence de l'objet est aux nourrissons. Si le problème n'est plus visible, il n'existe plus. Donc, si le problème n'est plus visible, s'il n'y a plus de symptômes, il ne voit plus. Comme, c'est ça, le bébé qui ne voit plus l'objet alors qu'il n'existe plus. Mais s'il réapparaît, il existe. Alors là aussi, ça peut être décevant pour nous qu'un homme fonctionne aux symptômes, alors que nous, on sait que son problème va revenir. Je vous suggérerais de prendre un instant pour vérifier dans votre pratique la dernière fois que vous avez vécu une situation d'intervention insatisfaisante ou décevante auprès d'un homme que vous avez eu à rencontrer. Maintes fois, ça m'est arrivé, par exemple, si pendant que vous réfléchissez, en identifiant, lors de cette situation-là, quel était le comportement ou l'attitude de votre client, comment vous l'avez interprété, puis comment vous avez réagi par la suite. Ça m'est arrivé, par exemple, de voir, encore là, c'est assez banal, par exemple, un homme qui se présente et puis qui dit que ça va bien, en général. Puis finalement, que ça soit difficile de savoir, coudonc, pourquoi il est là, puis que moi, comme interprétation, que je me dise, qu'est-ce qu'il me cache, ou qu'est-ce qu'il n'admet pas. Et puis comme intervention, que je me mette plus à avoir une intervention enquête, poser des questions, ce qui n'est pas mauvais en soi, là. Mais c'est un exemple parmi d'autres où, à la place, en tout cas, on va y revenir tantôt, mais pour l'instant, je lui demande juste de trouver une situation insatisfaisante d'intervention auprès d'un homme. On va y revenir tantôt. Mais à tout le moins, déjà, comme façon de faire atterrir ces idées-là dans votre pratique, d'identifier une situation concrète d'intervention. Puis si je prends celle-là, justement, un homme qui se présente, en principe, c'est lui qui demande de l'aide, mais finalement, qui ne me dit pas qu'il y a un problème. En fait, il a l'air très en contrôle et d'aller très bien. Et puis, comme intervention, à ce moment-là, ça m'amène plus à me dire, coudonc, pour qui il se prend, là? C'est lui quand même qui vient me consulter, puis il a l'air au-dessus de ses affaires. Donc, moi, c'est ça l'interprétation que ça peut m'amener, il est dans la négation, par exemple. On l'a vu aussi, le fait que la relation d'aide ait des exigences qui soient opposées à ce que un homme est supposé être. On s'entend que dévoiler un peu de sa vie personnelle, c'est nécessaire pour établir une relation d'aide, alors qu'on est supposé la cacher. On est supposé faire preuve de contrôle, de force, de fierté. Et idéalement, d'être invincible, alors que ce que la relation d'aide demande, c'est le contraire. On va revenir aussi tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier ce qui semble, en principe, un mariage très difficile à réussir? Il y a un autre aspect aussi que je veux tout de suite régler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme femme auprès des hommes? C'est souvent la question qu'on me demande. Comme femme, est-ce que je suis aussi efficace? Est-ce que j'ai... Ouais, on en arrive à autant de résultats. Évidemment, oui. C'est une question de décodage d'abord, c'est une question d'interprétation.
J'ai évalué une formation qui s'appelle Forum, qui est donnée auprès d'intervenants. Puis j'ai rencontré avant et après 56 intervenants. En fait, je devrais dire intervenantes, parce qu'il y avait 51 femmes, et puis qui rapportaient des difficultés justement d'intervention. Et ce qui était la clé justement pour elles, c'est comment elles interprétaient des situations qui semblent mésadaptées en principe. Par exemple, si ça va pas, d'être plutôt colérique au lieu de pleurer puis de dire que ça va pas bien. Beaucoup de femmes rapportaient avoir développé l'habitude justement de comprendre autrement, de vérifier qu'est-ce qui se cache derrière par exemple, le silence, des hommes qui parlent pas en intervention. Là, je m'excuse, ça a un peu bougé. Ce que je trouvais frappant, puis pour faire un lien avec ce que cet auteur-là aussi a écrit, que chez les femmes, on a plus tendance à pleurer sa colère de par notre socialisation féminine, et comme homme, de crier sa tristesse. Je trouve ça très fort comme exemple. Et puis, on ne peut pas non plus, en même temps que je vous dis que c'est d'abord le décodage qui fait toute la différence, plutôt que d'être un homme et une femme, mais comme femme aussi, il y a une réflexion à faire pour justement voir le décalage qu'il peut y avoir entre deux tendances dans les socialisations traditionnelles féminines et masculines. Vous en avez des exemples là. Comme aussi l'exigence de la solution. Donne-moi des trucs. Ça, c'est revenu souvent aussi comme défi d'intervention. À l'inverse, d'être un homme puis de travailler auprès des hommes, il y a plein d'embûches aussi, puis ça aussi, je l'ai vu dans les entrevues. Je l'ai vu aussi, je l'ai constaté, je l'ai vécu moi-même, c'est que c'est facile, si on se sent défié comme homme, d'entrer en compétition, puis moi, je vais lui montrer que j'ai raison. Ou que l'homme, vu que j'en suis un aussi, va vouloir me montrer que lui, même si ça va pas bien, ça va bien. Et puis que si moi, je me questionne pas sur ma propre socialisation, puis ce qu'on est en train de développer comme rapport, il y a des écueils qui sont très importants aussi, tout autant que si j'étais une femme. Donc, juste pour que ça... Puis je l'ai vécu souvent aussi en intervention de groupe mixte, où dans différents contextes, rencontres prénatales ou dans des groupes d'intervention auprès d'hommes ayant des comportements violents, par exemple. C'est beaucoup comment, comme femme, je me dis, OK, moi, je me situe là, mais ce que lui est en train de me dire, ou comment il agit, comment je l'interprète, puis comment je peux trouver des façons de comprendre ce qu'il est en train de me dire, qui vont être génératrices d'idées d'intervention plutôt que de susciter finalement soit de la méfiance ou du jugement. Un autre élément que je trouve qui est très important, c'est les conditions de vie. On a tendance à négliger cet aspect-là en intervention. Travailler, puis c'est la particularité, je trouve, de l'intervention en contexte de service public, on a affaire à des hommes qui ont pas d'assurance collective, qui n'ont pas d'autres ressources. Et puis quand ils demandent de l'aide, à ce moment-là, viennent dans les services publics. Et puis on a beaucoup tendance à rendre la personne en général, je trouve pour les femmes aussi, responsable de sa situation. Ce qu'il y a de particulier chez les hommes, dans ce contexte-là, par rapport à un mode de vie, c'est quand il n'y a pas d'espoir d'améliorer sa vie, la satisfaction immédiate, le plaisir est vraiment important. Et puis, parfois, ça peut aussi amener des comportements d'hypermasculinisation, d'hypermasculinité. Par exemple, des chercheurs ont étudié des situations d'hommes qui avaient subi des chirurgies cardiaques majeures, puis qui n'avaient rien changé à leur mode de vie. Parce que la réaction de ces hommes-là, c'était de dire, de toute façon, là, moi j'ai 40, 50 ans, ma vie va être ça, ça ne s'améliorera pas. Pourquoi je changerais quelque chose là-dedans? Et puis de toute façon, je m'en fous. Ça fait que lâchez-moi avec vos idées de changer ma vie, là, c'est ça. C'est un exemple où on exagère, par exemple, la fierté, le contrôle et même le défi. À la place de dire « je trouve ça dur de ne pas avoir d'espoir, je trouve ça dur d'avoir l'impression de jamais avoir les moyens de payer mon logement comme je voudrais, de me faire
maltraité ou manqué de respect par un patron tout le temps parce que je n'ai pas mon choix d'emploi, de ne pas pouvoir non plus avoir de contrôle sur mon horaire pour venir te rencontrer. Ça ne se dit pas. C'est qu'à la place, c'est « moi, je veux rien savoir ». Puis là, on va dire « tabarouette, tu parles d'un homme fermé d'esprit ». Alors qu'il y a plein de mécanismes pour faire face à la honte. Parce que la pauvreté, c'est beaucoup la honte que ça génère. Et puis comment on reste un homme pour gérer la honte, c'est beaucoup justement le défi de la colère, à la place d'admettre une souffrance. Et puis donc, la question des conditions de vie est, je trouve, importante à tenir compte dans l'interprétation qu'on fait des situations. Puis je dirais, chez les femmes, c'est la même chose. Il y a ce piège-là aussi. Mais avec le défi supplémentaire que, à la place d'avouer que c'est difficile, un homme va plutôt rester dans une... c'est ça. Va réagir de cette façon-là pour être cohérent avec les grandes règles de la masculinité. Bref, on a vu ici différents défis que présente l'intervention auprès des hommes. On va voir maintenant quelques stratégies d'intervention, même si on est déjà dedans en même temps, pour améliorer notre travail. Il y a une question qui est encore là, je l'ai dit tantôt, qui est cruciale, c'est le travail sur soi. Moi, par exemple, où je me situe sur ce continuum-là? Si je me situe, par exemple, plutôt au milieu, comment je réagis face à un homme qui est là? Ou comment je réagis face à un homme qui est là? Moi, comme femme, où est-ce que je suis? Puis on peut se poser la question aussi, d'où je viens? Où est-ce que les hommes qui sont dans ma vie se trouvent? Mes amis, mais aussi ça peut être frère, père. Et le niveau d'affinité que j'ai avec eux, ou d'empathie, ou au contraire, de réaction négative. Une des façons aussi, moi, qui m'a aidé, c'est de me voir, bon, par exemple, dans certaines parties de ma vie, je peux être plutôt là, d'autres là, et bon, comme professionnel, où est-ce que je suis? Mais c'est sûr que de travailler avec quelqu'un qui dit, moi là, je ne veux pas être là. Il y en a sûrement certaines d'entre vous qui travaillent dans un contexte non volontaire, ou plus ou moins. Quand c'est la conjointe qui dit aussi, là, tu fais plus attention à toi, tu perds du poids, ou tu fais ci, tu fais ça, parce que moi, je suis tanné. On peut se retrouver avec des gars qui sont moins volontaires, disons. Ou même là, quand on dit qu'on consulte parce qu'on n'en peut plus, c'est sûr que la demande vient de soi, mais si, du moment que ça va un peu mieux, on considère que le problème est réglé, c'est un petit peu aussi une pression parce que la machine n'est plus là, donc je n'ai pas le choix. Mais du moment que la machine va mieux un peu, que le bruit disparaît, par exemple, on repart, ça va. Mais, donc, une façon qui est intéressante, puis moi, qui m'a beaucoup aidé, surtout en contexte plus ou moins volontaire, c'est de voir, OK, là, je trouve vraiment que le message passe pas. Ce gars-là ne veut pas changer. Il se trouve bien comme ça. Bien, de voir la question d'une autre façon. J'ai écouté hier, justement, John MacDonald qui posait la question, bien, la contribution des hommes à la société, à ses proches, grâce à des traits qu'on pourrait trouver parfois qui sont un peu dépassés, c'est-à-dire des traits de masculinité traditionnelle. Par exemple, justement, quelqu'un qui nie sa souffrance et puis qui fonce, souvent, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, bon sang, en situation de danger, je le veux dans mon équipe. Si je me retrouvais perdu en forêt, s'il fallait que j'aille à la guerre avec une équipe, je le veux dans mon équipe, ce gars-là. Il y a un niveau de tolérance à la douleur, au danger, qui est une force dans d'autres contextes. Là, en ce moment, dans mon bureau, il est le mauvais client. Mais dans d'autres contextes, dans la vie en général, pour faire face à toutes sortes de dangers, je trouve que c'est une force. Donc, de voir comment, à tout le moins, je peux lui reconnaître des forces au lieu de le voir, mais adapter, parce que moi, je m'attendrais à ce qu'il change ici, dans mon bureau. Mais dans la société en général, il peut, ou dans d'autres contextes, même dans lesquels je pourrais me retrouver, si moi-même j'étais en danger, par exemple, bien, le voir là. Ou
d'une autre façon de me dire par où il est passé pour avoir cette carapace-là. De quelle façon ça lui a été non seulement utile, mais nécessaire pour survivre peut-être même, dans certains contextes. Donc, notre position de base, notre position personnelle, professionnelle, est cruciale pour avoir envie d'avoir un suivi avec ces gars-là. Parce que sinon, on est juste content qu'ils ne reviennent pas à son prochain rendez-vous. Donc, se positionner nous-mêmes, revoir notre perception de ce qui est l'homme idéal, mais de ce qui est le client idéal aussi. Parce qu'il faut aimer travailler avec un homme qui vient demander de nos services. Alors, tous les moyens sont bons pour générer des hypothèses différentes plutôt qui soient mésadaptées ou qui soient arriérées, ou résistants, ou pas motivés, ou en situation de négation. C'est là que, aussi, si on revoit le fait qu'on se retrouve avec des hommes plus souvent qui demandent de l'aide, ou qui se retrouvent en tout cas dans notre bureau, en principe, pour demander de l'aide, alors que parfois le problème n'existe pas encore. Ou s'il existe, il faut juste le gérer. Comme une voiture. Je t'apporte ma voiture, change-moi ma pièce, s'il te plaît, puis je m'en retourne après, puis c'est correct. Donc, concernant le mode de vie, c'est dis-moi quoi faire, donne-moi des trucs, ça va être réglé. Alors qu'on le sait qu'il y a des situations qui sont complexes, qui sont créées par beaucoup de facteurs qui interagissent, et puis pour trouver des solutions, il faut avoir une réflexion beaucoup plus large, mais ce qui n'est pas le cas. Alors là, de se dire quels sont les objectifs, des fois minimalistes, qu'on doit avoir pour pouvoir arriver à quelque chose. Je vous suggère d'ailleurs de revoir, disons, la situation que vous aviez un petit peu plus tôt, identifier où vous aviez été insatisfait de votre intervention. Et puis à la lumière de ce qu'on est en train de voir ensemble, quelle interprétation différente on pourrait avoir, plus génératrice de possibilités, notamment en mettant l'accent sur les forces. Je suis sûr aussi, bon, vous avez déjà entendu ça, mais dans une perspective de genre, dans une perspective où on essaie de voir de quelle façon un client qui nous semble à première vue résistant, pas intéressé, peut avoir des forces justement qui peuvent nous servir à voir la situation autrement. Comme la situation de l'homme qui demande de l'aide, mais finalement, qui a l'air de ne pas avoir de problème. Puis de me dire, bon, est-ce que finalement la force qui est en train de, la fierté dont il est en train de faire preuve, c'est pas plutôt une façon de me montrer qu'il a de l'allure, qu'il réussit, puis qu'il n'est pas en situation d'échec. Et puis, de prendre le temps de laisser se vanter, le laisser dire à quel point ça va bien, mais graduellement, de pouvoir poser des questions sur les difficultés, mais c'est tout à fait correct de laisser quelqu'un parler de sa vie en général. Même, j'ai souvent fait ça, de pouvoir laisser la chance de parler du travail, des loisirs, de n'importe quoi, sauf le problème. Moi, ça me fait beaucoup penser à quand j'arrive dans une cabine d'un animateur radio, et puis là, s'il faut que j'entre, et puis tout de suite, on me pose la question, « Monsieur, que pensez-vous de la situation des hommes en 2015? » Puis là, il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, puis bon sang, il faut que je trouve la réponse, là, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je vais dire? Bien, il y a beaucoup d'hommes pour qui c'est ça aussi, arriver dans un bureau, puis se faire placer un micro en dessous du nez, et se faire poser des questions graves, comme « Comment ça va? Comment tu te sens? » Alors que nous, c'est notre travail. Comme l'animateur radio, c'est son travail de parler à des milliers de personnes durant la journée. Ça fait que si l'animateur me reçoit avant l'émission, puis me dit « Bonjour, comment ça va? » Puis justement, on se parle un peu, et ensuite on fait ça. C'est beaucoup plus facile. C'est la même chose pour nous auprès d'hommes, surtout qui sont plus ou moins volontaires, plus ou moins méfiants, de leur laisser parler à quel point ça va bien, ou de passion, ou n'importe quoi, sauf le problème, et puis que ça ne soit pas vu comme une perte de temps.
Au contraire, ça fait partie d'une méthode de travail, c'est être professionnel en établissant une alliance thérapeutique qui est la base pour générer des changements. Encore là, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Mais c'est juste de se le rappeler et d'appliquer ça dans un contexte où un homme nous semble résistant, pas motivé, ou qui ne comprend pas ce qu'on essaie d'y expliquer. Vous comprendrez qu'on ne peut pas généraliser, mais je vous parle de situations qui sont les plus difficiles et les plus frustrantes. Alors là, l'intervention générée dans ma situation, c'est justement de me dire, coudonc, je vais lui laisser la chance de parler à quel point ça va bien. Puis ensuite, d'en venir un peu plus à qu'est-ce qui vous amène ici, ou est-ce que ça peut arriver aussi est-ce que ça se pourrait que vous soyez dans une période un peu plus difficile, par exemple. Y aller graduellement comme ça. Mais pas lui, ça va bien, ou est-ce que comment vous sentez? Est-ce que vous êtes dans une période qui pourrait être plus difficile, ou graduellement en venir? Bon, mais évidemment, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'important, c'est de revoir notre interprétation et de trouver des façons différentes d'intervenir plutôt que de rester avec finalement l'impression qu'on a affaire à un client avec qui on ne pourra rien faire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette perspective-là aussi? Bon, où on fonctionne en fonction du corps qui flanche, ou juste s'il y a une crise ou pas, ou des symptômes. Des fois, il faut laisser faire une perspective plus large pour dire le mode de vie, comment ça va. On peut pas en venir nécessairement là. Donc, se baser sur les symptômes, partir de ça. Puis, oui, parfois donner des trucs, mais en disant, si vous faites ça, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet? Et puis, graduellement, d'en venir avec quelqu'un, avec un homme, à voir que, oui, c'est intéressant d'avoir des trucs, mais en même temps de dire, il y aurait peut-être aussi d'autres choses à voir éventuellement. Donc, c'est une façon à la fois de répondre à un aspect qui peut être très pointu, mais qui nous semble insatisfaisant, mais en même temps de susciter une réflexion un peu plus large graduellement. Miser sur ce qu'il fait déjà, même si on trouve que c'est peu. Je ne sais pas si vous avez en tête des situations par rapport à l'alimentation. Des fois, on peut... est-ce que c'est juste négatif ce qu'il fait, ou est-ce qu'il fait déjà quelque chose qui pourrait aider? Prévoir l'abandon aussi. Même en intervention psychosociale, j'entendais une intervenante une fois qui disait « Un suivi psychosocial avec un homme, c'est une rencontre. » C'est un peu exagéré, on s'entend, mais il faut s'attendre à ça. Alors, si j'ai juste à le voir une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, comment on peut prévoir l'abandon? Parce que ça se peut que s'il n'y a plus de symptômes, que le problème est réglé, comme un homme en situation de crise, ma femme est partie, je m'en souviens une autre, la situation est réglée. Ou est revenu, la situation est réglée. Alors que nous, on se dit, bon sang, comment j'ai dit ça, qui pourrait avoir une perspective un peu plus holistique, justement. Donc, de prévoir l'abandon dans le sens où on dit, si j'ai juste cette rencontre-là, comment je peux l'organiser et prévoir qu'il ne reviendra peut-être pas. Et s'il ne revient pas, justement, ou s'il ne vient pas à son rendez-vous, c'est ce que les hommes ont plus tendance à faire, prendre le temps de rappeler. Parce que là, si, comme gars, j'ai raté mon rendez-vous, j'ai manqué à ma parole, et puis en plus, j'ai encore le même problème, penses-tu que je vais rappeler? Ouais? C'est là que d'appeler, puis de dire « Comment ça va? J'appelais pour prendre de tes nouvelles, je ne t'ai pas vu la dernière fois. » Et puis, ça peut être une façon, justement, finalement, de répondre aux normes de la masculinité en disant « Ben oui, je vais y aller, parce que là, c'est elle qui me le demande, c'est pas moi qui ai rappelé, là, quand même. » Et puis, c'est gentil, puis en plus, elle connaît déjà ma situation. Elle m'a donné des trucs, ça a tellement marché que j'ai beaucoup moins de problèmes. Puis si le problème est revenu, mais quand même, justement, ça évite de dire « Ben oui, c'est vrai, j'ai encore le même maudit problème. » Alors que là, c'est une invitation à y aller. Ça change la dynamique, ça permet encore là de rester plus à l'aise, avoir moins l'impression d'échouer dans la réponse aux normes de la masculinité. Des petits objectifs mesurables, on l'a dit,
Mais c'est qu'il faut se retenir. On est bon pour faire des bonnes listes d'épicerie, d'objectifs super intéressants et pertinents, là. Puis moi-même, je suis tombé dans le panneau quelques fois parce qu'on voit dans une perspective plus large, « Ah oui, ça serait bon pour toi, ça, ah oui, ah oui. » Puis lui est d'accord, « Ah oui, oui. » Mais finalement, il faut se retenir des petits objectifs qu'on va pouvoir vraiment évaluer de façon tangible. Parfois aussi, revoir le rôle de la personne qui réfère. Souvent, la conjointe, par exemple, ça m'est arrivé de dire, « Ben moi, c'est ma femme qui m'a dit de venir ici, là. » Ben de l'inviter aussi, de plus. Ça ne veut pas dire non plus de donner le contrôle à l'autre personne, puis « Ah oui, il faut qu'il change ça, il faut qu'il change ça. » Ça peut être risqué. Mais si des fois un homme a de la difficulté à intégrer, comment dire, en tout cas à faire de la démarche la sienne véritablement, ça peut parfois aider d'avoir des indices d'une autre personne qui va être dans sa vie, alors que nous, on est de passage. La paternité comme levier d'intervention aussi. Quelqu'un, des fois, n'est pas intéressé à changer. Mais si on pose la question, est-ce que comment tu aimerais que tes enfants vivent ou que ton enfant vive? Y a-t-il des habitudes que tu aimerais qu'il y ait? Ça peut être en lien avec la problématique ou pas du tout. Ça peut beaucoup aider. Ça m'est souvent arrivé de voir des gars qui disent, « Moi, là, je caricature. En gros, je m'en fous, moi, qu'il y a ça dans ma vie. » Mais quand on se met à parler des enfants, « Ah, je veux vraiment que ça soit mieux, je veux qu'ils vivent ça, puis je veux pas qu'ils passent par où je suis passé, ou je veux que ça soit mieux pour eux que pour moi. » On peut miser là-dessus en leur disant, les enfants apprennent beaucoup plus par ce qu'on fait que ce qu'on leur dit. Mais encore là, on y va de façon plus simple, mais on se comprend entre nous. Et puis, ça peut être là aussi une façon d'aborder la question en préservant son identité, parce qu'un modèle d'homme, c'est important. Puis un homme qui est fier même quand ça va pas bien, a souvent, ou j'allais dire toujours, en tête pour ses enfants, qu'est-ce que je peux faire qui va limiter au moins les effets de mes problèmes sur lui, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer leur vie. Mais surtout, la co-évaluation de la situation de santé et des besoins en général, c'est crucial. Il faut vraiment avoir le point de vue de la personne, avoir le point de vue de l'homme, parce qu'on peut se heurter soit à une non-motivation ou à une résistance, ou un oui, pour nous plaire, parce que, on a affaire à un professionnel qualifié, donc je vais être d'accord. Puis je ne parlerai pas vraiment, dans le fond, de mes vrais problèmes. Là. Déjà, juste avec ce que je dis, elle me dit de faire ça, ça fait que je vais me la fermer. Donc, on va dire, tabarouette, ils collaborent bien. Mais il y a des hommes, justement, qui vont... Ça fait leur affaire, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas parlé autant de leurs difficultés. Et puis, ils ont l'air du bon client. Alors, prendre le temps de vérifier si on a bien la même perspective de la situation problématiques ou des besoins qui les amènent à être là. Des exemples aussi pour pouvoir marier ces difficultés-là. On ne se trompe pas en misant sur la caractéristique ou le comportement adapté à la masculinité. Ça ne veut pas dire le conforter là-dedans puis qui ne change pas, mais c'est la porte d'entrée idéale. Par exemple, si conserver le contrôle, montrer que je suis en contrôle de ma vie, que l'homme qu'on voit est en contrôle de sa vie plutôt, l'exemple que je donnais tantôt, l'accueillir à partir des forces, son travail, ses passions, l'évaluation de la situation à deux, les choix des objectifs aussi. S'assurer vraiment encore là qu'on les partage. Tolérer l'incertitude aussi liée à la résistance. Des fois, ça peut être très long de savoir qu'est-ce qu'on va vraiment travailler ensemble. Ça peut prendre plus qu'une séance des fois, puis on peut s'accorder cette latitude-là, parce que des fois, on dit que je manque donc d'efficacité. Ça fait 2 rencontres, puis encore là, on n'a pas fini tout à fait d'établir les objectifs. Ça arrive, et puis il faut le tolérer.
Puis lâcher prise, nous-mêmes, sur la solution, les objectifs, mais aussi de renvoyer ça comme coéquipier. Bien, qu'est-ce que tu vas faire avec ça à ce moment-là si la situation se poursuit, se maintient? Qu'est-ce que tu souhaites? Et puis, à ce moment-là, c'est lui redonner du contrôle. Encore là, je passe en vitesse, mais sans soi, c'est un exercice à cultiver, puis vraiment, je vous incite à voir dans toutes les situations où vous sentez qu'un homme ne collabore pas, qu'il n'est pas intéressé, ou surtout vous avez le goût de le foutre à la porte de votre bureau, tout dépendant du niveau aussi de motivation des hommes que vous voyez dans votre pratique. Donc, ça m'est arrivé tellement souvent de travailler en contexte plus ou moins volontaire, justement. C'est là que ça mène encore plus à travailler sur soi. Mais de se poser la question aussi, c'est quoi les gains au comportement dit malsain? Le gars boit trop. Ben, c'est vrai que c'est... Ben, pas c'est vrai que c'est le fun, mais... lui poser la question, comment t'aimes ta vie? Puis il dit, ah oui, moi, les jeudis, vendredi soir, je passe à la brosse, j'aime ça. Puis c'est, ben, conte-moi ça, qu'est-ce qui se passe? Comment sont tes soirées? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es avec des amis? Puis que ça soit tout à fait correct. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? De le suivre dans son schéma de référence. Et puis le principe de la main tendue dont je parlais. Reconnaître ses forces, reconnaître aussi les défis liés au travail. C'est vrai que si moi j'étais dans ton contexte de travail, c'est vrai que dans le contexte de travail que tu vis, il faut vraiment que tu fasses face à plusieurs défis. Tu as du stress, c'est pas facile de faire des changements aussi dans ce contexte-là. Juste de refléter ça, ça fait une grosse différence. Mais l'idée, c'est de cultiver le plus d'hypothèses, le plus d'idées possibles pour pouvoir s'adresser à cette partie-là, à cette dimension-là d'un homme qu'on voit. Utiliser des métaphores, on en a déjà parlé, mais bon, les sports, l'auto, l'argent aussi. Quand tu as ce comportement-là, combien tu penses que, si tu as, disons, 1000 $ par mois pour faire telle chose, pour te permettre soit certains excès ou certaines habitudes, bref, c'est avec le temps qu'on a, c'est difficile de pouvoir donner plein d'exemples concrets, mais juste d'utiliser à place de parler des comportements, mais que ce soit de l'argent, que ce soit comme des jetons aussi, si on veut, de mauvais comportements, entre guillemets, à utiliser. Et puis, ça permet aussi parfois de mettre en perspective que c'est tout à fait normal, quand même une voiture très performante, par exemple, ait besoin des mises au point. N'importe quelle meilleure machine au monde a besoin d'un ajustement. Et puis, dans cette situation-là, je pense que c'est bon pour toi aussi que tu t'arrêtes pour faire cette mise au point-là. Puis, je souhaite vraiment de pouvoir vous fixer un petit objectif, vous aussi, sur le plan personnel, pour voir de quelle façon ce qu'on vient de discuter ensemble. Je vous dis ça, puis je parle pour moi en même temps parce que c'est toujours à cultiver constamment ce rapport-là avec des hommes qui eux-mêmes ont un rapport avec leurs problèmes qui est particulier, surtout dû à l'adhésion de façon intégrale aux stéréotypes masculins. Ou dans nos vies personnelles aussi, de quelle façon le fait de tenir compte de ce schéma de référence-là peut m'aider à avoir une perspective différente d'un homme dans mon entourage. Alors, c'est la période de prolongation que je vous souhaite. Ça rejoint un aspect de la conclusion, c'est qu'on peut parler de stratégie, puis il faut, c'est très pertinent, c'est essentiel même, mais le travail sur soi par rapport à cet aspect-là est très important, parce que les hommes qui adhèrent plus aux stéréotypes sexuels traditionnels vont à l'encontre du client qu'on aime avoir, en principe, qui dit ses besoins, qui admet ses faiblesses, on l'a vu. Et puis, qui dit merci aussi. Moi, ça m'est arrivé souvent de me dire, la femme qui arrive, elle dit comment ça va pas bien, trouve que les questions que je pose sont bonnes, me dit merci en partant et revient. Alors que le gars, c'est quoi tes diplômes? Donne-moi des trucs, puis je suis pas sûr, puis en fait, peut-être j'ai même pas de problème finalement, part et revient pas. Ça fait que, ça m'amène à vous confier que je préfère travailler auprès de femmes en passant. Mais en même temps, les gars ont besoin d'aide, il faut les aider pour eux,
Mais à chaque fois qu'on aide un homme aussi, on aide potentiellement une conjointe, ses enfants, ses proches. Alors, il faut vraiment faire cet exercice-là sur nous d'abord. C'est notre responsabilité comme professionnels de le faire. Et puis, partir des repères masculins, comme je disais tantôt, pour créer des passerelles, par la suite de susciter graduellement des changements. C'est pas parce qu'on en tient compte qu'on veut conforter un homme puis dire, ben oui, continue comme ça, c'est bon. Mais c'est pour l'aider à assouplir son adhésion à la socialisation masculine. Puis c'est pas juste une question d'efficacité, c'est pour avoir du plaisir à travailler avec des hommes auprès de qui, après ma barre, on aurait pu avoir plus de difficultés, moins d'affinité, comme je disais tantôt, de trouver peut-être pas assez évolué, pas assez motivé, pas assez lucide par rapport à sa situation, pour en faire plutôt un homme qu'on trouve intéressant, de qui on voit des forces et puis qu'on a le goût d'accompagner. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré, donné quelques idées. Bonne journée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Bernard, t'es où? OK. Pas de questions. En visio, à Montréal, est-ce qu'on a des questions pour M. Deslauriers? Oui. Juste peser sur votre micro à l'arrière et vous nommer, s'il vous plaît. Ça me fait beaucoup penser à la clientèle féminine en troubles alimentaires. Puis, tu sais, mettons, OK, si je comprends bien, ça, c'est difficile. Oh non, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais, ou je viens ici juste parce que j'ai des compulsions alimentaires, je me fais vomir et je veux que ça arrête. Tu sais, de pas voir tout ce qui est en dessous du iceberg, finalement. Puis je pense que, tu sais, finalement, la souffrance, tu sais, ressentir la souffrance, c'est l'engrais, tu sais, c'est ça qui va faire que quelqu'un va choisir de changer. Mais maintenant, comment amener quelqu'un, homme ou femme, à prendre contact avec sa souffrance, tu sais? Que nous, tu sais, j'ai l'impression qu'en tant qu'intervenant, on est comme, ça n'a pas l'air d'aller, mais la personne ne le ressent pas. En fait, ça peut peut-être être correct que la personne ne le ressente pas puis qu'elle continue à faire ses activités, tu sais, fait que, ouais. Oui, c'est une très bonne question. Une façon qui peut sembler paradoxale de le faire, je pense, c'est de partir de la perspective même peut-être parfois de réussite de quelqu'un, d'avoir eu tel comportement ou telle apparence physique. Par exemple, quelqu'un qui se fait maigrir, justement, et puis qui a atteint son objectif, disons. Ça l'a rendu malade, mais cette personne-là a atteint son objectif. Donc, de parler de ça. Es-tu content? Es-tu contente? Qu'est-ce que ça te donne d'avoir atteint ça, d'avoir ce poids-là? Puis laisser une place importante à ça, même si on sait très bien que ça a mené à sa perte. De cette façon-là, ça reconnaît, comment dire, une force quand même, parce que ça prend, c'est un effort de volonté, une discipline, s'infliger une douleur quand même. Et puis, pour en venir ensuite à évaluer, est-ce qu'il y a des désavantages, tu penses? Mais ça, on peut y arriver seulement à partir du moment où on reconnaît la réussite, étrangement. De la même façon que quelqu'un qui mange trop ou qui boit trop, je mentionnais tantôt justement la consommation d'alcool, de parler de la situation du plaisir que quelqu'un a à exagérer. On a du plaisir, nous, des fois, à exagérer, peut-être. Alors, de poser la question, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon, puis qu'il y a des désavantages, puis on va peut-être avoir un prix à payer à ça. Mais c'est un peu le même principe, où si on a à confier nos exagérations à quelqu'un, alors qu'on sait très bien que c'est pas bien, ça ne tente pas de nous faire dire trop, ben oui, mais tu sais que ça a telle conséquence. On le sait déjà. Bon. Alors, ça peut aider, même quand c'est x10, le même comportement qu'on a, mais avec quelqu'un qui l'a développé de façon beaucoup plus importante. C'est quoi le plaisir, autrement dit, qui en tire? C'est quoi le sentiment de réussite, même si on sait que c'est maladif et dangereux? Pour après dire, c'est quoi les désavantages que tu vois? Est-ce qu'il y en a?
Puis si on ne voit pas, on peut toujours, justement, tolérer ce flottement-là en disant, ben peux-tu y réfléchir? Parce que, est-ce que ça se pourrait qu'il y en a que tu ne vois pas aussi? Mais habituellement, juste le fait que ses proches lui disent qu'il y a un problème, et tu es curé de faire dire que tes proches disent ça. Par exemple, à ce moment-là, toutes les possibilités sont bonnes, mais de façon détendue, en lui remettant le contrôle, en disant, est-ce que tu penses qu'il y a des désavantages? Et puis de prendre le temps, même si c'est gros de même le problème, mais s'il ne le voit pas, puis lui, c'est juste une réussite, de prendre le temps, éventuellement, qu'il y ait certains besoins qui puissent émerger. Ou à tout le moins, s'il ne voit pas même de désavantages, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer dans ta vie? Si pour toi, ce n'est pas problématique, puis que les autres trouvent, des fois, il peut y avoir une autre porte d'entrée. Ça me fait penser à quelqu'un, des fois, qui dit « Moi, je ne suis pas violent. » OK, c'est-tu clair? Mais peut-être, des fois, je pourrais être plus patient. On peut être déçu dans un contexte où on voit un problème important, mais si on tolère que le problème ne sera pas abordé tout de suite parce que les retombées négatives ne sont pas encore claires pour la personne, on lui laisse le contrôle. Puis ça crée un sentiment de confiance mutuelle qui est vraiment important, parce que même si la personne soit le sait ou se le fait tellement dire par ses proches, que si on lui dit la même chose, ça va être plus difficile pour établir un lien. Donc, c'est une façon aussi de respecter les grandes règles de la masculinité, mais qui peuvent être valables aussi auprès de femmes, effectivement, qui ont un schéma de référence qui peuvent s'y apparenter. Oui? Ah, pardon. Ah oui, vas-y, Marie. Merci beaucoup pour votre présentation. Marie Marquis, département de nutrition à l'Université de Montréal. Compte tenu de ce que vous nous dites, est-ce que vous pensez qu'il y a de la place pour faire cheminer les hommes dans leur mode de vie seulement qu'avec une information écrite? Là, je pense à un site web, je pense à des magazines qui n'existent pas, qui leur seraient destinés, ou peut-être même un livre. Ça peut être une façon, parce qu'effectivement, des hommes magasinent ou cherchent des solutions à leurs problèmes, parfois sans avoir à se dévoiler. Ouais. Donc, ça peut aider. Et puis, j'évalue aussi les services d'un organisme à un moment donné où c'était... les hommes l'avaient trouvé par une recherche Internet sur le sujet aussi. Il y a des expériences comme ça qui sont concluantes, effectivement, qui peuvent aider. Par ailleurs, si on a affaire à des hommes qui ne reconnaissent pas leurs problèmes, c'est là où c'est la limite, parce que ça arrive souvent, comme je disais tantôt, c'est les proches qui suggèrent d'y aller, ou des personnes de l'entourage, ou parce que ça va vraiment plus, puis ils ne savent pas c'est quoi leur problème. Mais ils savent que plus capables, sans savoir pourquoi au juste. Dans ce contexte-là, il n'y aura pas une perspective proactive pour dire « Ah oui, j'ai tel problème, ça ne va pas, alors je vais m'informer sur le sujet. » L'autre chose aussi que je trouve très importante, c'est la même chose pour les mères, une partie importante de la population qui est analphabète ou fonctionnelle, puis qu'on ne peut pas rejoindre de cette façon-là aussi. Mais oui, ça peut être, je dirais, un canal de communication pour rejoindre la population masculine. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Oui. Bonjour, Luc Lapierre, je suis médecin spécialisé en troubles de la dépendance. J'apprécie beaucoup ce que vous dites parce que j'ai beaucoup de résonance dans ma clientèle avec l'approche que je dois utiliser. Donc, c'est plus un commentaire que je fais parce que j'entends beaucoup de discours du changement, de travailler avec la résistance, aller chercher ce discours-là du changement et les résonances. Donc, l'approche motivationnelle, j'ai été introduit à cette approche-là et j'entends beaucoup ça dans ce que vous dites. Oui. Et deuxième chose, c'est j'ai commencé à faire des expertises aussi, puisque j'ai beaucoup appris que ce soit non seulement dans le cadre de l'expertise, mais aussi dans le cadre d'une entrevue habituelle, d'aller parler avec le patient pour aller chercher justement ces passerelles-là et le discours qui le fait résonner lui, pour aller chercher justement ces points de résistance-là, mais ces forces aussi qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite.
Et je terminerai en disant que même que ça soit... Tout ce que vous dites, c'est vrai pour les hommes parce qu'il y a beaucoup de narcissisme dans l'ego de ne pas dévoiler. Alors, si on approche et on dit « Ah, ben, tu vois que tu t'es planté », c'est sûr que ça ne marche pas. Mais alors, de dire ben, « C'est quoi les avantages que tu en retires? Ouais. Et finalement, c'est quoi les désavantages? Ouais. En trouble de la dépendance, ce n'est que ça. Parce qu'au départ, chaque personne qui consomme en retire un bénéfice et c'est pour ça qu'il continue à en consommer. Tout à fait. Le problème, c'est d'aller voir, d'admettre les problèmes qui viennent avec la consommation, de même que les problèmes qui viennent avec la consommation de nourriture. Ça s'applique également aux femmes, parce que c'est la même dynamique. La résistance chez la femme qui va avoir honte de dévoiler va être la même. Alors, ce que vous dites, d'un point de vue clinique, je ne peux que dire que ça s'applique à tout le monde quand il y a de la résistance. Alors, merci d'amener ça comme ça. Tout à fait. Bien, merci. Puis, c'est une remarque qui est tout à fait juste, que ça peut s'appliquer à plein de contextes, puis évidemment auprès des femmes. Mais c'est particulièrement important dans une situation, justement, où on nie, ou en tout cas, on reconnaît moins le problème, où il y a des comportements qu'on sait qui sont pas bien, qu'il faut qu'on confie à des intervenants. Puis, dans le domaine des dépendances, c'est effectivement très important. Puis, dans le fond, aussi, il y a plusieurs choses, en effet, qui s'apparentent à la grande famille des thérapies brèves, axées sur les solutions ici maintenant. Et puis, motivationnelles, effectivement. Oui, merci. D'autres questions? Merci beaucoup, M. Deslauriers. Merci à vous.